La racine carrée. Cet opérateur vous dit sûrement quelque chose. Ou peut-être pas. C'est pour ça que je vais quand même vous le réexpliquer. Prenez un nombre, que je vais nommer A. Vous lui balancez la racine carrée à la tronche, et cela vous renvoie un autre nombre, racine carrée de A. Et ce nouveau nombre, lorsque vous le multipliez par lui-même, cela donne le nombre de départ. Par exemple, racine carrée de 4 est égale à 2, car 2 au carré est égal à 4. Facile, non? À votre tour maintenant. Quelle est la valeur de racine carrée de 16? Je vous laisse 5 secondes. Bien évidemment, ça fait 4, car 4 au carré est égal à 16. D'ailleurs, petit fun fact, si vous prenez un nombre x positif et que vous lui mettez un demi en exposant, cela revient exactement à faire la racine carrée de x. Mais bref, ce n'est pas exactement le sujet. À présent, laissez-moi vous présenter cette racine carrée. Seriez-vous capable de me donner sa valeur numérique? Et je vous préviens tout de suite, ce n'est ni -1, ni 1, ni même aucun réel. Si vous ne connaissez pas la réponse, alors vous vous demandez peut-être comment est-ce possible qu'un nombre au carré soit égal à un nombre négatif. Plus par plus, ça fait plus, et moins par moins, ça fait plus. En revanche, j'ai bien précisé les réels. Mais maintenant, laissez-moi vous introduire à l'ensemble des complexes, notamment à son unité principale, i. Ouais, je peux comprendre qu'une lettre en tant que chiffre, c'est assez perturbant. Mais de toute manière, quelle découverte n'est pas perturbante au final? Ce nouveau nombre i satisfait la propriété suivante. I au carré est égal à -1. Soit, par abus de notation, racine carrée de -1 est égal à i. Bingo! Mais du coup, aurait-il plus à savoir à propos de cet ensemble complexe? Eh bien, si je vous le dis, c'est que oui, je pense. Pour cela, il faut remercier le fameux Léonard Euler, qui, hormis ses nombreuses découvertes mathématiques, a développé notamment l'ensemble des complexes. Mais avant de vous expliquer de quoi il s'agit, je vous fais part d'une intuition. Imaginez une droite, c'est-à-dire une ligne qui s'étend de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Sur cette droite, on peut placer strictement tous les nombres réels. Les nombres réels étant des nombres usuels comme 3, -6, 1 tiers, pi, etc. On peut donc placer tous ces nombres sur cette droite. Et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle plus communément une droite graduée. On peut aussi représenter ces nombres comme des points ayant des coordonnées. Leur abscisse correspondant au nombre associé et l'ordonnée étant nulle. Parce qu'ici, on n'a qu'une droite, qu'on peut imaginer comme la droite des abscisses. Le moyen que Euler a entrepris pour représenter ces nombres complexes, c'est de créer une nouvelle droite perpendiculaire à la droite des réels et passant par 0. Les nombres qu'il y a sur cette nouvelle droite, on les appelle les imaginaires, parce qu'elles correspondent simplement à des nombres réels multipliés par i. Donc i, c'est un peu l'équivalent de 1, mais dans les imaginaires. Et magie, on a actuellement un repère orthonormé, donc c'est-à-dire un plan avec des abscisses et des ordonnées. Et maintenant, vous comprenez sûrement pourquoi j'ai fait l'analogie avec des coordonnées. N'importe quel point sur ce plan correspond à un nombre complexe. Sauf qu'ici, on ne va pas parler d'abscisse ni d'ordonnées, on va parler respectivement de nombres réels et de nombres imaginaires. Bah oui, parce qu'ici, les abscisses, c'est les réels et les ordonnées, c'est les imaginaires. Tiens d'ailleurs, très important, les réels et les imaginaires sont aussi des nombres complexes. Et pour la route, voilà comment on représente un nombre complexe en général. A plus BI. A étant la partie réelle et B la partie imaginaire. Donc ça veut dire que n'importe quel nombre complexe peut s'écrire comme ça. Mais alors, à quoi ça sert tout ce bordel dans la vraie vie? À plein de choses en fait. Par exemple en électronique, en physique quantique, en géométrie, etc. Eh ben, on peut dire que l'imagination des mathématiciens est très complexe. Vous avez compris? Nombre complexe, partie imaginaire... La division. Une opération beaucoup utilisée par le commun des mortels. Que ce soit pour partager un gâteau en part équitable, ou pour calculer votre moyenne générale, la division est nécessaire partout.
comme les 3 autres opérateurs arithmétiques d'ailleurs. D'ailleurs, en parlant d'autres opérateurs, on oublie souvent que la multiplication et la division sont juste respectivement une suite d'addition et de soustraction. Dans le cas de la division, 4 divisé par 2 par exemple, on se demande combien de 2 rentre dans 4. Autrement dit, vous essayez de retirer 2 le plus de fois possible jusqu'à atteindre 0. Et le nombre de 2 que vous avez enlevé, c'est le résultat. Plus généralement, vous divisez un dividende par un diviseur, ou si vous préférez, un numérateur par un dénominateur. Et le quotient, donc le résultat de la division, c'est le nombre de diviseurs qui rentrent dans le dividende. Bon, après, pour être honnête avec vous, dans la grande majorité des cas, on ne tombe jamais pile sur 0. Vous pouvez essayer avec 2,5 sur 2 par exemple. On va soustraire 2 pour une première fois, et on remarque qu'on n'a pas tout à fait 0. D'où le concept de reste. Mais bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Une règle presque fondamentale que vous avez appris très tôt, c'est que la division par 0 est totalement interdite, parce qu'elle est indéfinie. Dans un premier lieu, nous allons essayer de comprendre intuitivement pourquoi c'est le cas. Si on reprend notre manipulation de tout à l'heure, essayons de voir ce qui se passe si on divise 1 par 0 par exemple. Une première fois, 1 moins 0 c'est égal à 1. Ok. Une deuxième fois, 1 moins 0 c'est égal à 1. Ouais. Une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, une sixième fois, une septième fois, une huitième fois, Une neuvième fois, une dixième fois, une onzième fois, une deuxième fois, une treizième fois, une quatorzième fois. Bon, je pense que c'est mort. Parce qu'ici, je peux soustraire infiniment 0, en fait, ça ne changera rien. Donc, on dit tout simplement que diviser par 0, c'est indéfini. Mais par curiosité, est-ce qu'on pourrait pas dire que diviser par 0 serait égal à l'infini? Ça a techniquement un certain sens, mais pour l'instant, on va garder ça de côté. Moi, personnellement, ça ne me plaît vraiment pas. Je déteste qu'on m'interdit de faire des choses parce que cela outrepasse nos limites. Nos limites. Y aurait-il pas un moyen de détourner la division par 0? Commençons avec des nombres proches de 0. 1 divisé par 0,1. Soit vous utilisez votre calculatrice, soit vous savez que c'est égal à 1 fois 10, autrement dit 10. Maintenant, prenons un nombre encore plus proche de 0. 1 divisé par 0,01, c'est égal à 100. 1 divisé par 0,001, c'est égal à 1000, etc., etc. On remarque que plus le diviseur s'approche de 0, plus le résultat a l'air de grandir. Mathématiquement, on dit que lorsque le diviseur tend vers 0, le quotient tend vers plus l'infini. Bon oui, on vient de faire encore appel à l'infini, mais j'y viens justement. Le souci, c'est qu'on a oublié quelque chose ici. Parce qu'ici, si le diviseur est négatif, ce n'est pas exactement pareil. 1 divisé par moins 0,1, c'est égal à moins 10. 1 divisé par moins 0,01, c'est égal à moins 100, etc. Vous avez compris. Lorsque le diviseur tend vers 0, mais du côté négatif, le quotient tend vers moins l'infini. A noter que j'ai utilisé le mot s'approcher et non égal. Et pour cause, ce n'est pas égal. Ce qu'on vient de faire, c'est un concept très souvent utilisé en mathématiques, et on appelle cela des limites. Et maintenant vous comprenez pourquoi j'ai rigolé lorsque j'ai dit « outrepasse nos limites » tout à l'heure. On note cela, limite de x qui tend vers 0 de 1 sur x. Sauf que cette limite, écrite comme ça, est aussi indéfinie. Il faut prendre en compte ce qu'on a vu précédemment, à savoir, si on fait tendre 0 du côté positif ou négatif, cela donne plus et moins l'infini. Pour ce faire, on va décomposer notre limite en deux. D'une part en mettant x qui tend vers 0 positif, et d'autre part en mettant x qui tend vers 0 négatif. Mais attention, l'infini n'est pas du tout un résultat arithmétique. Ici on effectue des calculs de limite, donc n'écrivez jamais 1 sur 0 est égal à plus ou moins l'infini. Bref, à part si vous voulez créer un trou noir mathématique, je vous suggère très fortement de garder cette division par 0 hors de votre vue. Vous n'avez vraiment pas envie que l'infini vous surgisse à la face, n'est-ce pas?